Alors j'aimerais faire une petite rubrique sur les films qui ont des liens les uns avec les autres. Généralement, on se rend compte, quand on voit plusieurs films, que parfois les films se répondent, on voit des thèmes qui sont similaires, parfois des films sont référencés directement dans d'autres. Et j'aurais aimé vous montrer déjà dans un premier temps un film, vous le présenter, c'est un film je pense que vous connaissez, mais pour vous montrer après que dans d'autres films on y fait référence ou on emprunte certaines choses à ce film. Et je vais commencer tout de suite. Dans cette rubrique, le premier film que j'aurais envie de traiter, ce serait Sueur froide, ou Vertigo, de Alfred Hitchcock. Alors, c'est un film de 1958, de Alfred Hitchcock, le maître de l'horreur. Et Vertigo, c'est un film que je n'avais jamais vu. Enfin, que je n'avais jamais vu. Au final, je l'avais déjà un petit peu vu, parce qu'il est référencé dans pas mal de films, y compris chez Brian De Palma. Ça, j'y viendrai après. Donc, ça a été une découverte de voir que ça venait de là. Alors, peut-être que ça vient pas de là, certaines choses de Hitchcock. Peut-être que lui, ici, il emprunte. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez justement qu'il y a des films encore antérieurs à Vertigo qui utilisaient ces mêmes éléments, ces mêmes effets de mise en scène. Peut-être que voilà, Hitchcock n'a pas inventé. On n'invente jamais rien dans le cinéma et dans l'art en général. Tout est question d'influence. Et donc ça, c'est un film qui a beaucoup influencé certains réalisateurs, y compris un film, je pense que vous n'y penserez pas, qu'il y a des références à ça, même s'il est directement cité, on le voit directement dans ce film. Mais voilà, je ne vais pas trop vous spoiler. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu le scénario de Vertigo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin de Sueur froide en français. C'est l'histoire de Scotty, un flic qui, lors d'une opération de police, a perdu son collègue qui est tombé. Il a eu le vertige, il n'a pas pu sauver son collègue et depuis, il est victime de vertige. Il est paralysé par la hauteur, il ne peut pas intervenir dès qu'il y a un petit peu de hauteur. Et un ami à lui va l'engager pour suivre sa femme. Son ami ne soupçonne pas sa femme d'être adultère, mais il la trouve bizarre, il trouve qu'elle a un comportement un peu étrange, sa femme, et il va engager donc Scotty pour la suivre, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, où est-ce qu'elle va, parce qu'il a l'impression que sa femme, elle se comporte bizarrement, qu'elle se comporte comme quelqu'un d'autre, comme si elle était possédée par l'esprit de quelqu'un d'autre, quoi. Il y a des moments où il ne reconnaît pas sa femme et il aurait envie de savoir d'où ça vient, et donc il engage Scotty pour la suivre. Et le film va donc suivre ce Scotty qui va prendre en filature cette femme. Ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est que c'est assez lent. Il y a des gens qui trouvent, j'avais vu sur internet des critiques qui disaient « Oh là, putain, c'est lent comme film ». Oui, ça prend son temps, c'est assez hypnotisant, toute cette séquence de filature qui dure une vingtaine ou une trentaine de minutes, où progressivement il va suivre cette femme. Et justement, pour partir directement dans les influences, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à Brian De Palma, le fait de suivre une femme dans la rue, cette espèce de jeu du chat et de la souris, on voit ça notamment dans Pulsion, dans la scène du musée, ce jeu de poursuite où l'homme suit la femme, puis la femme suit l'homme, tout ça. Ce genre de choses a beaucoup plu à Brian De Palma. Et donc là, voilà, on a cette filature où il va suivre cette femme et il va voir que cette femme se rend dans plusieurs endroits, y compris sur la tombe d'une autre femme qui s'appelle Carlotta. Il s'aperçoit que cette femme qu'on voit là, qui s'appelle Madeleine, est persuadée d'être un peu la réincarnation, on va dire, d'être en tout cas hantée par le fantôme de Carlotta, qui est morte à peu près à l'âge qu'elle a actuellement. Donc c'est pour ça qu'elle sent comme une espèce de fatalité, qu'elle aussi elle va mourir au même âge, parce qu'elle a l'impression d'être cette même femme. Il va progressivement tomber amoureux de cette femme. Je ne vais pas en dire trop, parce que c'est un film assez mystérieux avec quelques rebondissements. Et il va la sauver d'un suicide, elle va se jeter dans la flotte, et il va la sauver, il voit qu'il y a des moments où elle se comporte comme étant Madeleine, et des moments où elle se pense être Carlotta, donc voilà, il y a comme une sorte de schizophrénie, quoi. Et j'essaye de pas trop spoiler, non plus, mais on va dire que le film, il va être découpé en deux parties, bien distinctes. Il va y avoir cette première partie où il va suivre cette femme, il va tomber progressivement amoureux d'elle, et il va aussi voir cette histoire de cette double identité de cette femme qui se pense être Carlotta, une femme déjà morte, et qui se sent comme attirée irrémédiablement vers la mort, comme si c'était une fatalité, comme si elle ne pouvait pas échapper à une forme de destin. Il va se passer quelque chose où, à cause de son vertige, il ne va pas pouvoir intervenir une énième fois, il va se sentir, encore une fois, coupable à cause de ça. Donc j'essaie de rester vague. Bon, je pense que certains auront compris de quoi il s'agit, ou certains connaissent déjà le film, mais bon voilà, j'essaie de rester un petit peu vague. À peu près au milieu du film, ça va se retourner et il va essayer de retracer les pas de ce qui s'est passé, de pourquoi, d'essayer de comprendre un peu le mystère. Et on a cette construction voilà, en deux parties. Alors c'est terrible de parler de ça sans trop spoiler, mais je vous conseille évidemment de voir Sueur froide. Mais ce qui est intéressant, voilà, là le but de cette rubrique, c'est pas de faire une critique, c'est de vous montrer que les thèmes qu'il y a dans ce film, dans Sueur froide, dans Vertigo,
c'est des choses qui ont fortement influencé d'autres cinéastes, y compris donc Brian De Palma. Brian De Palma, finalement, ce film, il va le découper un peu en deux autres films. C'est-à-dire que vous avez, alors là, c'est Doble Cuerpo, c'est Body Double. Body Double, l'un de mes films préférés. Alors, je suis dégoûté de ne pas avoir la belle édition Carlotta de Body Double. J'ai une édition espagnole, je crois, ou italienne, je ne sais pas. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'avoir, ce film, et Obsession. Et finalement, ces deux films-là, alors Obsession, qui est d'ailleurs le film le plus Hitchcockien, on va dire, de Brian De Palma. Pour le coup, en termes de style, c'est peut-être celui qui ressemble le plus à Sueur froide de Brian De Palma. D'ailleurs, la musique est de Bernard Herrmann, également comme dans Sueur froide, donc on reconnaît aussi la patte musicale. Et donc dans Obsession, il va y avoir également cette idée d'une personne qui n'a pas pu intervenir pour sauver quelqu'un, et qui va être obsédée là-dessus, et qui va revoir cette personne dans quelqu'un d'autre, plus tard, qui va retrouver, pour Obsession, je vais peut-être vous spoiler un petit peu, parce que c'est vraiment au tout début du film pour le coup, alors que c'est pour ça, là j'essaye de pas trop spoiler pour Sueur froide, parce que ça se passe, tout ce qui va se passer comme retournement et tout ça se passe à peu près à plus d'une heure de film. Là, on va dire que c'est au tout début du film. Dans ce film-là, le héros a sa femme et sa fille qui se font kidnapper. Au moment de remettre la rançon, tout ça, ça dégénère, et sa femme et sa fille meurent dans la maison qui brûle, et il ne peut pas sauver sa femme et sa fille, et il s'en veut. Ça fait une ellipse plusieurs années plus tard où on voit que c'est un homme seul et renfrogné, et lors d'un voyage à Rome, il va tomber sur une personne qui ressemble énormément à sa femme. Il va tomber amoureux d'elle, et il va essayer de projeter le fantôme, on va dire, de sa femme en elle. Il va lui demander de marcher comme elle, de s'habiller comme elle, et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a directement dans Sueur froide, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la deuxième partie du film. Et ça, c'est vraiment un élément très très similaire. Et il y a également du rebondissement, tout ça. Donc ça, j'essaye de rester relativement vague. Mais voilà, ça, si vous connaissez l'un des deux films, vous verrez que, en voyant l'autre, vous verrez la parenté. Là, elle est assez évidente. Et il y a également un autre film, c'est donc Body Double. Dans Body Double, pour le coup, ça a repris également le principe que la personne soit paralysée par une phobie. Là, ce n'est pas le vertige, c'est la claustrophobie. Ça commence le film où on voit l'acteur qui est dans un cercueil, et qui doit jouer un vampire, et incapable de bouger au moment de faire sa scène, parce qu'il souffre de claustrophobie dès qu'il est dans un espace clos. Et cette personne-là va être... alors, lui, il va pas être engagé pour suivre quelqu'un, mais on va lui prêter un appartement, et cet appartement, il a une vision sur un appartement en face, dans lequel il y a une femme qui se déshabille tous les soirs, régulièrement, elle fait un petit show, et donc voilà, là ça reprend également de Fenêtre sur cour. Ce qui est marrant, c'est que Body Double, il va mélanger Fenêtre sur cour et Sueur froide de Hitchcock, dans un même scénario, c'est-à-dire que cette personne, cet acteur souffrant de claustrophobie, il va regarder sa voisine par un petit télescope, et il va la mater en train de se déshabiller. Il va également la suivre dans la rue, comme cette scène de filature qu'on a dans Sueur froide, avec cette même mise en scène hypnotisante et lancinante de quelqu'un suivant une femme. On va le voir la suivre au magasin, la suivre dans la rue et tout ça, jusqu'à ce qu'il observe une scène choquante, une scène particulière. Là aussi, je vais essayer de pas trop vous spoiler. Un soir où il est censé la mater comme d'habitude, il va se passer quelque chose, il va être témoin de quelque chose, et là aussi, le film va être divisé en deux parties. Et dans cette deuxième partie, il va s'en vouloir également, comme le personnage de Sueur froide, et il va faire l'enquête, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et il va aussi, comme dans Sueur froide, retomber sur quelqu'un qui ressemble, et comme dans Obsession, retomber sur quelqu'un qui ressemble. Voilà, j'essaie de pas trop en dire, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a également certains éléments de mise en scène qui sont repris exactement pareil. Par exemple, il y a une scène dans Sueur froide où, quand ils s'embrassent, la caméra tourne autour d'eux. Ça fait un long travelling circulaire. Alors dans Sueur froide, ce travelling circulaire, il est vachement bien foutu en plus, parce que on voit que pendant le travelling, ils sont dans un autre décor, puis après ça revient dans la chambre où ils étaient pendant tout ce travelling-là. Donc c'est une scène qui est vraiment super belle dans Sueur froide. Et là, c'est un petit peu différent. C'est juste avant le tunnel où justement il n'a pas pu essayer d'aider cette femme à cause de la claustrophobie. Il arrive vers un tunnel, et au milieu du tunnel, la claustrophobie le reprend, et puis il est paralysé et il n'arrive pas à aider cette femme qui se fait suivre par un Indien chelou. Donc voilà, j'en dis pas trop sur Body Double. On a une séquence de baiser avec un travelling rotatif qui est très similaire à Fenêtre sur cour. Donc voilà, ces deux films
Ces deux films de De Palma, moi que j'adore. Je dirais que Body Double avec Phantom of the Paradise, c'est mon Brian De Palma préféré. Vraiment, je l'adore. Si vous n'avez jamais vu Body Double, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Hein, et si vous aimez le cinéma de Hitchcock, vous allez retrouver hein, dans Body Double et dans Obsession. Obsession, il est sympa aussi. C'est pas mon préféré de Palma. Il y a des bonnes choses, mais je trouve qu'en mise en scène, il s'en sort encore mieux dans Body Double. Mais bon, voilà, le but n'est pas de faire une critique de chaque film, c'est de vous montrer que, voilà, il y a des films qui sont vraiment en lien les uns avec les autres, et il y en a un pour lequel on ne penserait pas forcément à Sueur froide, et qui pourtant est très similaire, et c'est surtout pour lui que je voulais faire cette séquence, parce que en voyant Sueur froide, certains d'entre vous ont dû se douter que j'allais parler de Brian De Palma, de Body Double et d'Obsession, mais il y en a peut-être moins qui se seraient dit que j'allais parler de L'Armée des 12 singes. Et entre L'Armée des 12 singes et Sueur froide, il y a quand même des gros points communs. Il y a des gros points communs, notamment, déjà, le film l'annonce ouvertement parce qu'il y a une scène dans L'Armée des 12 singes où Bruce Willis regarde Sueur froide au cinéma. Et où il parle du film. Et d'ailleurs, où il dit une phrase qui est intéressante, il dit ce film-là, je l'avais vu, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas pareil, voilà, et le fait de le revoir, j'ai l'impression de voir un autre film. Et ça rejoint justement, j'ai pensé à ça parce que ça rejoint un thème d'un live précédent qu'on a fait, où on abordait le fait qu'un film, quand on le revoit, on revoit jamais la même chose, suivant les films qu'on a vus avant, suivant les influences qu'on a entre les deux, suivant ce qui nous est arrivé dans la vie, voilà notre expérience. Les films, on peut les revoir, on verra jamais la même chose. Et c'est la réflexion que se fait Bruce Willis dans ce film, et qui est la réflexion centrale, je dirais, de L'Armée des 12 singes, et qui est le thème de L'Armée des 12 singes. Et donc voilà, tout ça est une vidéo détournée pour vous faire une critique de L'Armée des 12 singes, en parlant de Sueur froide, parce que ces films sont bien plus similaires que ce qu'on pourrait penser, y compris dans leur thème. Et ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée sur L'Armée des 12 singes. Je l'avais cité justement dans un live sur les avis qui changent, justement. Hein. Je vous avais dit que ce film-là, la première fois que je l'ai vu, je l'avais pas aimé. Bon, j'étais très jeune, mais j'avais pas aimé L'Armée des 12 singes, j'avais trouvé ça bizarre, tout. Et quand je l'ai revu plus tard, je me dis, oh, putain, c'est bien quand même. Et puis plus je le revois, plus j'adore ce film. C'est devenu un de mes films préférés, L'Armée des 12 singes, parce que finalement, je me rends compte que c'est effectivement un film qui vaut le coup d'être revu plusieurs fois pour être compris, qui n'est pas facile d'accès, qui est assez complexe parce que je ne comprenais pas le sujet du film quand j'étais plus jeune. Et maintenant, je le comprends un peu mieux. Et ça aide, justement, de voir des films comme Sueur froide et tout ça, parce qu'on se rend compte que le thème du film, le thème de L'Armée des 12 singes, pour moi, c'était voilà, une histoire de virus, un truc un peu science-fiction, voyage dans le temps, tout ça. Alors, L'Armée des 12 singes, il faut savoir que c'est une adaptation de La Jetée. Déjà, quand on voit La Jetée, on se rend compte que voilà, il y a déjà des thèmes qui sont similaires sur le destin et sur le côté inévitable du destin, le fait de ne pas pouvoir arrêter les choses, d'être impuissant par rapport au temps. Et ça, c'est quelque chose qui est énormément présent dans Sueur froide. La scène qui est de Sueur froide, qui est dans L'Armée des 12 singes, c'est la scène où Scott et Madeleine sont dans une forêt et ils voient un arbre, une coupe transversale d'un arbre où on voit, vous savez, les petits rayons, différentes étapes de l'écorce de l'arbre, voilà, et c'est comme ça qu'on peut voir un peu le temps qui s'est écoulé en voyant un arbre. Et Madeleine montre, elle dit, voilà, là je suis née, là je suis morte, voilà, comme étant quelque chose qui est gravé pas dans le marbre, mais qui est gravé dans l'arbre, qui est inscrit. Le temps est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et d'où il y a vraiment cette notion d'être attiré, dans Sueur froide, il y a cette notion d'être attiré comme une fatalité par la mort. Et il y a cette juxtaposition qui est intéressante dans Sueur froide entre le vertige et la fatalité du temps. Et comme étant presque une seule et même chose. Le vertige, c'est une impuissance par rapport à la mort. C'est-à-dire qu'on a peur tout simplement de s'écraser comme une merde. Quand on est en hauteur, on a peur de perdre le contrôle et de ne pas pouvoir empêcher. Parce qu'une fois qu'on est tombé, une fois qu'on commence à chuter, eh ben, on ne peut plus s'arrêter. La seule chose qui nous arrête, c'est la mort. Et donc, il y a un côté inexorable à la chute. C'est ça qui m'a beaucoup plu dans Sueur froide, c'est le fait de mettre en juxtaposition le vertige et le fait de ne pas pouvoir échapper à un destin, de ne pas pouvoir échapper à la mort. Et c'est également le thème
de l'armée des 12 singes, parce que moi, ce que je n'arrivais pas forcément à déceler comme étant le cœur du film, quand j'étais plus jeune, maintenant ça m'apparaît beaucoup plus flagrant. Le film commence sur le jeune Bruce Willis. Bruce Willis qui, enfin c'est pas Bruce Willis là pour le coup, c'est le rôle du personnage de Bruce Willis étant enfant, qui voit quelqu'un se faire tuer à l'aéroport, et ça commence sur les yeux de cet enfant voyant quelqu'un se faire tuer à l'aéroport. Et bon, là, pour le coup, je vais vous spoiler l'armée des 12 singes, parce que sinon, ça va pas être clair, hein. Déjà, j'essaye de pas spoiler les différents films, mais bon, c'est un petit peu compliqué de parler de tous ces thèmes sans les spoiler complètement. J'essaie de vous éviter 2-3 trucs, mais pour l'armée des 12 singes, je suis obligé, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi je vous parle. On se rend compte à la fin du film que la personne qu'il voyait mourir devant ses yeux, c'était lui-même, qui a voyagé dans le temps. Voilà, et ça, il ne s'en rendait pas compte étant gamin, mais c'était une image qui l'avait marqué. Il avait vu cet homme se faire tuer. D'ailleurs, toute la fin de l'armée des 12 singes, moi à l'époque, elle me faisait quand même penser à du Brian De Palma. Je trouvais qu'il y avait un côté fatalité, quelque chose qui avance, un petit peu comme la fin de l'impasse également, qu'il y avait un côté, voilà, les pièces du puzzle se mettent en place jusqu'à ce que la fin arrive comme étant une fatalité. Il y a un côté cyclique à ce film qui n'est pas anodin. Et d'ailleurs, j'ai compris ça que bien plus tard, mais les 12 singes, si on regarde comment ils sont disposés, tout ça, c'est une horloge. On voit avec ces 12 singes et cette horloge. Et finalement, les 12 singes, l'armée des 12 singes, les 12 singes, c'est le temps. C'est ce temps qui est inévitable, qui est inexorable. Et quand on a fini de voir l'armée des 12 singes, on se rend compte que tout ce qu'il a fait, le personnage de Bruce Willis, n'a servi à rien. Il n'a fait que jouer son rôle dans son destin. Il n'a rien évité, le virus. Il ne l'a pas empêché que ça se passe, il n'a pas empêché sa mort. Tout ce qui devait se dérouler s'est déroulé. Et en fait, ce côté inexorable de ne pas pouvoir changer le temps et de ne pas s'en rendre compte, de ne pas savoir qu'on ne peut pas éviter la mort, que le fait de vouloir voyager dans le temps, de vouloir essayer de refaire quelque chose, les regrets qu'on peut avoir de ne pas avoir pu intervenir, de ne pas avoir pu changer quelque chose et de revenir sur ses pas pour essayer de réparer cette erreur-là, et ben c'est quelque chose qui est au cœur de Sueur froide. Et c'est pour ça, j'essaie de pas trop spoiler non plus, mais la fin peut paraître abrupte. On se dit, oh mince, ça se passe. Hitchcock est connu pour ses fins abruptes, mais quand on a compris un petit peu où le film il allait, on se rend compte qu'il y avait quelque chose de toute façon inexorable à la construction du film, que ce personnage qui essaye de revenir dans le temps pour essayer de corriger quelque chose, et ben, il ne pourra pas y arriver, parce qu'il y a le regard de Dieu, il y a la présence à la fin de cette nonne. Moi, quand on a regardé avec ma femme, franchement c'est dur de ne pas vous spoiler, hein, mais quand on a regardé avec ma femme elle s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette nonne qui sort de nulle part, voilà, qui sonne la cloche, et puis il se passe quelque chose, voilà. Je vous dis pas quoi. Il y a quelque chose d'inexorable qui se passe. Cette nonne symbolise qu'on n'échappe pas au regard de Dieu, on n'échappe pas au temps. Et en fait, je sais plus où j'avais entendu ce genre de réflexion, mais j'avais entendu que certains dire que le temps, c'était Dieu. Dieu, c'était le temps. Donc on peut ne pas croire en Dieu, mais on peut considérer que le temps est Dieu, parce que le temps est tout puissant, le temps est inexorable, le temps est partout, et le temps, c'est ce qui gère notre vie, c'est quelque chose duquel on ne peut pas s'extraire. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a également dans Obsession, hein, comme je vous dis, hein, cet homme qui veut remonter presque le temps pour pouvoir empêcher sa femme et sa fille de mourir, qui essaye de rattraper quelque chose qu'il a perdu. Cette espèce d'obsession qu'on peut avoir sur les choses du passé qu'on ne peut plus changer, c'est quelque chose qui est au cœur effectivement de Sueur froide, mais qui est vraiment le thème de l'armée des 12 singes. Et ça, je m'en suis vraiment aperçu qu'il y a quelque chose de très mélancolique dans le film L'armée des 12 singes, sur le fait de courir après quelque chose qu'on ne pourra pas changer. Et d'ailleurs, à la fin, rien n'a été changé. L'humanité ne peut pas échapper à son destin, et Bruce Willis, dans ce film, ne peut pas échapper non plus à son destin. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase qu'il a au cinéma en voyant Sueur froide, où il dit, voilà, ce film j'ai déjà vu, mais j'avais pas compris, voilà, je l'avais vu autrement, et ben ça fait vraiment référence à sa propre mort, qu'il a vu étant enfant, mais qu'il n'a pas compris, il ne savait pas qu'il était en train de regarder sa mort. Cette image l'avait marqué, c'est une image forte qu'il a sans arrêt dans son esprit, mais en la voyant, il n'avait pas les clés, il n'avait pas les codes pour comprendre ce qu'il était en train de voir.
il ne se rendait pas compte qu'il était en train de voir son propre destin. Il s'était déjà vu mourir, et donc c'est quelque chose qui est dans ce thème de la fatalité, du destin, de savoir déjà qu'on va mourir, mais de ne pas le comprendre tant qu'on n'y est pas arrivé, tant qu'on n'est pas au moment. Et en tant que spectateur, on est pareil, on le comprend à la fin du film, en même temps que lui, on comprend la nature de ce qu'il avait vu, et ça se termine également sur son regard. Le film commence et se termine sur le regard de cet enfant qui a assisté à son propre destin. Le spectateur assiste à ce destin qui est une boucle. Le film se termine comme il a commencé, et on n'a pas échappé à la roue du temps. Maintenant, au fur et à mesure de voir ce film, je me rends compte que c'est le sujet principal, que le sujet principal de l'Armée des 12 singes, c'est le temps. Si j'étais moins con, j'aurais dû m'en rendre compte, hein, en voyant que c'est une horloge. Les 12 singes, voilà, c'est les 12 heures de l'horloge, que ça parle de fatalité, que de toute façon rien n'est résolu. Moi, justement, j'avais pris au premier degré quand je l'avais vu quand j'étais gamin, je m'étais dit... ah ouais, d'accord, donc tout ça, ça servait à rien, en fait. Moi, j'avais été un peu déçu de me dire, ah bah Bruce Willis, finalement, ce coup-ci, il a pas réussi à sauver. D'habitude, il sauve le monde, là, il a pas réussi dans celui-là. Oui, mais parce que le film parlait du fait de ne pas pouvoir corriger les erreurs du passé, de ne pas pouvoir intervenir sur la fatalité, de simplement pouvoir comprendre, en fait. C'est-à-dire que quand on retrace le passé, on ne peut pas changer, contrairement à Retour à le futur, tout ça, voilà, il y a des films sur le voyage dans le temps où on va pouvoir changer des éléments pour améliorer le présent. Cette vision du voyage dans le temps, elle est beaucoup plus pessimiste, on va dire beaucoup plus réaliste aussi finalement, elle est que quand on voyage dans le temps, on arrive à, non pas à changer ce qui s'est passé, mais on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose qu'on peut rattacher également au remords et au regret. À chaque fois, l'issue est la même, on ne peut pas échapper au temps, les choses se passent comme ils doivent se passer, mais ce qu'on peut faire en retraçant ce chemin, c'est comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le seul voyage dans le temps qu'on peut faire, c'est réussir en retraçant ses pas, à comprendre pourquoi on en arrive là où on est arrivé. Ça ne changera pas là où on en est. Ça peut éventuellement changer notre futur, si on a compris pourquoi on en est là où on en est. On peut peut-être éventuellement ne pas commettre les mêmes erreurs une prochaine fois, mais les erreurs qu'on a déjà commises, elles sont commises, elles sont inéluctables. C'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça, que ces films-là, que ce soit Obsession, L'Armée des 12 singes, Body Double, Sueur froide, ces 4 films-là sont des films qui parlent de ne pas pouvoir changer les choses qui se sont passées, ou en tout cas d'essayer. Alors c'est un petit peu différent dans Body Double et Obsession, il y a un petit twist pour le coup. C'est pour ça que je vous dis, c'est des films qui empruntent énormément directement à Sueur froide, sur le principe, sur plein d'éléments qu'il y a dedans, mais qui essaie de raconter un petit peu autre chose. Pour le coup, il y a un côté beaucoup moins fataliste à ces films-là. Et c'est pour ça que, étonnamment, celui que je trouve bizarrement le plus proche de Sueur froide, ça va être L'Armée des 12 singes. Donc, voilà, si vous n'avez pas pensé, entre Sueur froide et L'Armée des 12 singes, il y a un lien. Voilà.